je suis fier de vous présenter votre directeur, Dominique Lemieux. Nico, il a mis la barre haute pas mal. Oui, je suis un rêveur, puis j'ai emmené mon téléphone pour calculer mon temps parce que j'ai rêvé hier soir que je parlais 1h30. Des fois, je fais des rêves prémonitoires, mais je m'assure que cette fois-là, ça fonctionnera pas. Nico a passé beaucoup de temps à parler de l'équipe, comment c'est important l'équipe. Puis tu sais, oui, c'est moi le leader du syndicat des métallos. Mais quand je prends un peu de recul, tu sais, je me dis que je suis un des 60 000 métallos, que les 60 000 métallos ont choisi pour diriger le syndicat des métallos. Je suis simplement ça. C'est un honneur pour moi. Je suis vraiment content. Mais c'est rien d'autre que ça. Je suis vraiment honoré de travailler avec toi, Nico, aussi, l'équipe de Cordeau. Saluer Nathalie aussi. Nathalie qui n'est pas là. Je ne sais pas si elle écoute ou pas, sûrement. Nathalie va nous revenir en 2024. Je suis convaincu de ça. L'équipe, tellement important. Je me souviens plus l'autre fois à qui je parlais, puis il y a quelqu'un qui me disait « Tabarouette, Dominique, me semble, t'arrêtes pas. Ça doit être difficile à un moment donné de diriger le syndicat des métallos comme ça. » Puis je dis non. Non. Des fois, j'ai l'impression d'être sur l'autoroute, sur le cruise control à 120, puis à conduire en tenant le volant juste un petit peu, à remettre ça entre les lignes. L'équipe est tellement merveilleuse que c'est un charme. C'est un charme de diriger ce syndicat-là à cause de l'équipe. Oui, il y a des moments plus difficiles, mais c'est avec l'équipe au complet qu'on est capable de supporter. Je suis bien heureux de tous et toutes vous retrouver. Je tiens à saluer, c'est sûr, il y a des gens que je veux saluer. Meg Gingrich, Meg qui est l'adjointe au directeur, Marty qui est ici, John et Dan qui vont nous parler. Juste spécifier, eux, aux États-Unis, c'est le Thanksgiving. Le Thanksgiving aux États-Unis, c'est une des fêtes les plus importantes, sinon plus importante même que Noël. C'est une longue fin de semaine de 4 jours. Je n'ai pas eu à les convaincre beaucoup de venir ici, mais je suis honoré que vous soyez là. Je veux saluer aussi Alain Croteau. Il est où, Alain? Je l'ai vu tantôt, ancien directeur. C'est lui qui était là avant moi. Salut, Alain. Merci d'être là. On a de la belle visite aussi de Unifor. Daniel Cloutier, directeur d'Unifor, avec Olivier Carrière, son adjoint. Merci d'être là. On n'aurait pas cru ça v'là une couple d'années, mais il faut se le dire. Vraiment content, Daniel, depuis 18 mois que tu es chez Unifor. Beau leadership. C'est le fun. 2 organisations qui se ressemblent beaucoup. Merci d'être là. Mélanie Laroche aussi, professeure titulaire de l'Université de Montréal, qui était venue nous brasser les idées il y a une couple d'années. Merci, Mélanie, d'être là. Nos retraités, toujours le fun de voir nos retraités qui prennent de leur temps à eux, qui sont ici, Denis Trottier, Claude Langlois, Pierre Arsenault, Isabelle Durand-Lot, j'en oublie peut-être, c'est ceux que j'ai croisés. Merci d'être là. C'est le fun de vous voir ici. Deux frères qui sont à la FTQ, je ne dirais jamais des anciens métallos, Marc Maltais, Yves-Aimé Boulay. Merci d'être là. Merci de vous déplacer. En fait, on oblige un peu la FTQ à ce que vous soyez ici pour continuer à nous côtoyer, mais surtout à voir nos valeurs puis à emmener un peu de métallo au sein de la FTQ. Daniel, tu n'as rien entendu de ça? Daniel Cloutier, merci. Pat Capuccelli aussi, mon vieux chum au Fonds de solidarité. Pat, merci d'être là. Les avocats aussi de Filion-Leblanc-Baudry, avec qui on a plus Baudry maintenant, désolé. Jean-François Baudry, rendu arbitre de grief. Filion-Leblanc, merci d'être là. Merci de partager du temps avec nous. Nico a beaucoup parlé du travail des permanentes, puis ça me permet d'emmener aussi une nouvelle qui m'a shaké, puis qui a shaké Nico aussi, l'équipe des Cordeaux. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans notre histoire, mais on a un de nos permanents qui a décidé tout bonnement de démissionner. De dire, j'ai fait 5 ans au syndicat des métallos, ça a été une job merveilleuse, c'est une job prenante,
C'est pas facile, la job d'être permanent ou permanente syndicale. Éric, Matt, Théo, Éric, je veux souligner le travail que tu as fait. Éric, 5 ans comme permanent, mais 20 ans de militantisme. Merci, Éric. Tu retournes dans ta région. Toujours le bienvenu à l'Assemblée annuelle. Tu viens n'importe quand. Il va toujours avoir une carte pour toi. Ça va toujours rester ta maison au syndicat des métallos. Je te souhaite tout le bien. De retrouver ta vie aussi, comme je le disais, c'est pas évident. Puis ça prend du courage, Éric, pour faire ce que tu as fait. Donc, merci pour toutes les années. Oui, comme permanent, mais aussi à ta section locale chez Bradken à Montjoly. Merci, Éric. Le thème, la précarité, Nico en a parlé. Beaucoup les travailleurs, travailleuses étrangers, c'est sûr. Ça nous a frappé dans les dernières rencontres régionales, chacun dans vos milieux de travail. On en a de plus en plus, je vais en parler un peu plus tard. Mais aussi la précarité, on pense à de la sous-traitance, on pense aux travailleurs, travailleuses d'agence, ce qu'on appelle dans le jargon les travailleurs périphériques. Tantôt, on a nommé, puis on est bien fiers de voir nos communiqués de presse, de dire qu'on a signé du tant de pourcents à telle place, tant de pourcents à telle place, on a augmenté, yes, on s'est battu, la grève, des lock-outs, on a été victorieux, mais souvent, on pense aussi à notre nombril, on pense qu'à nos membres, à nous, dans nos sections locales. Donc, la précarité, le but de vous parler de la précarité, c'est de dire qu'on est capable de se battre aussi pour d'autres travailleurs, d'autres travailleuses. Puis on l'a vu dans le passé, là. Je vais en parler aussi, la bataille qu'on a faite pour les retraites, ça va être bon pour tout le monde, pour toute la société en général. Les clauses orphelins aussi, ce qu'on a eu, c'est bon pour toute la société en général. Mais alerte à la précarité, il faut le dire, il y a de plus en plus de précarité dans nos milieux de travail. L'année passée, je vous ai dit de militer entre vos conventions collectives, je vous ai dit de passer la gratte, je vous ai dit de négocier fort, je vous ai dit de vous battre. Mais je pense que le résumé du vidéo, c'est pas mal ça qu'on a vu. Quand on prend le temps de s'arrêter un peu et de dire « Wow, on a vraiment tout réussi ça, c'est bien », je vous avais brassé les idées aussi un peu, puis je me permets toujours à chaque assemblée annuelle de vous brasser les idées. Ce serait facile de venir tout le temps avec les tambours, puis les trompettes, puis les sauts, puis dire qu'on est meilleur, puis qu'on est plus fin. Oui, on est meilleur, on est plus fin. Y a-t-il des places qu'on peut s'améliorer? Oui. Il y a des places qu'on peut s'améliorer, puis il faut être capable de se le dire. Une des choses que j'aimerais qu'on s'améliore, c'est tout par rapport à nos griefs qu'on fait, aux dossiers de TAT qu'on a, les dossiers de lésions professionnelles qu'on a. L'année passée, je vous disais, c'est facile quand la compagnie fait quelque chose, vous allez voir, vous brassez un peu, vous chiolez un peu, puis la première affaire que la compagnie vous dit, c'est quoi? C'est faites un grief. Hein, je vous avais dit ça l'année passée, faites un grief, c'est trop facile. Puis pourquoi aussi c'est trop facile? C'est que souvent, les délais de grief sont tellement longs, puis on a tellement plus des fois de facilité à dire on va les régler hors cours. On a une mesure disciplinaire, on a un congédiement, puis c'est tellement long d'avoir un arbitrage qu'à un moment donné, 6 mois, 8 mois, 1 an et demi après, 2 ans après, on va l'accepter une entente. D'un, notre membre est moins fâché qu'il était. Il y a eu 1 mois de suspension où il s'est calmé un peu, puis la compagnie a offre de réduire ça de moitié. On va accepter. Mais ça a quoi comme conséquence à un moment donné? Ça a conséquence que les employeurs prennent goût à ça, puis qu'ils se disent, de toute façon, on va discipliner, on n'appliquera pas trop la convention collective, le syndicat va faire un grief, puis dans 1 an et demi, on viendra le régler le grief, puis on n'en parlera plus. Même affaire avec les TAT. Je constate des choses où ce qu'on règle hors cours des dossiers de CNE-SST, où ce qu'on vient reculer des dates de conso, on vient dire, exemple, puis je l'ai vu de mes propres yeux, à une travailleuse, écoute, viens dire dans une entente hors cours que tu as été négligente de façon grossière. Comme ça, nous, comme employeurs, on ne sera pas imputés. Puis, toi, tu ne perdras pas d'argent. On ne peut pas embarquer là-dedans, gang. On ne peut pas embarquer là-dedans. Donc, le message que je veux vous lancer, soyons un peu plus combatifs, oui, sur nos conventions collectives. Oui, quand on se mobilise, exemple, pour la loi anti-SCAB. Mais crime, une bonne victoire de temps en temps, là, ça fait du bien, s'il vous plaît. Un bon arbitrage de gagner, ça fait du bien, s'il vous plaît. On l'a vu chez ABI récemment, un congédiement.
quelqu'un qui est impliqué en santé-sécurité, Martin Richard, congédié. Puis je suis convaincu, puis je ne suis pas au fait du dossier, rien, là, mais je suis convaincu qu'il n'aurait pas accepté une entente hors cours, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars, je suis convaincu de ça. Puis non, la section locale a décidé de se tenir debout. Notre membre a décidé de se tenir debout, puis on l'a ramené en arbitrage. Chez ABI, là, une vague que ça fait de solidarité. Les gens sont contents de ça. C'est bon de se battre de temps en temps. C'est bon d'avoir des victoires. Ça nous resserre, ça crée un sentiment d'appartenance. Mais il se passe des choses de v'là un an, puis on va les régler hors cours, puis on va dire, on va couper la poire en deux, ou on va emmener nos griefs en égo, puis on va essayer de les régler en égo. Quand les boss, eux, ont des bons dossiers, ils règlent ça hors cours avec nous autres. Ils vont jusqu'au bout où on se couche. Bien, faisons un peu la même chose. C'est hyper important. Lançons le message. Il y a des assignations, il y a des dossiers qu'on a où ce que l'employeur conteste la totalité des lésions professionnelles. Puis je suis sûr que dans plusieurs de vos milieux de travail, là, ils contestent tout, peu importe s'il y a des témoins, peu importe si c'est déclaré la journée même, le boss conteste tout. Pourquoi qu'ils contestent tout, vous pensez? Parce qu'on les règle toutes. Donc, soyons un peu plus vigilants là-dessus. Puis là, vous allez me dire, tantôt 5 à 7, Chris Doom, tu parles des deux bords de la bouche, tu viens de dire que tes permanents travaillent fort puis que c'est pas évident la job. Oui, c'est vrai, on en est conscient. Avec l'équipe de Cordeau et Nico, on en est conscient. Mais on est prêt aussi à donner des ressources supplémentaires à notre équipe de permanents, permanentes, puis aux sections locales qui vont décider de dire on va aller plaider plus de dossiers, on va aller gagner des TAT, on va aller gagner des arbitrages, on va les publiciser dans nos shops. Bien, on est prêt à aider notre équipe de permanents, permanentes. Mais ça prend de la volonté de vous autres à la base aussi. Lançons le message à nos employeurs de dire on va en régler un peu moins de dossiers. Oui, il faut en régler. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on n'est pas sûr. Des fois, on est 50-50 dans nos chances qu'on évalue, puis le boss il nous offre une bonne entente. Oui, c'est bon, allons-y. Là. Je ne vous dis pas de ne plus plaider aucun dossier, là, parce que même si on a de l'aide, on n'arrivera pas. Ça, c'est sûr et certain. Mais soyons un peu plus vigilants là-dessus. C'est hyper important. Un des autres endroits aussi qu'on vous demande d'être un peu plus engagé, un peu plus militant, c'est en santé-sécurité. Santé-sécurité, vraiment important au métallo. Julie va venir vous en parler. On va avoir une vidéo fort intéressante que certains d'entre vous ont vu au forum Santé-sécurité, mais c'est hyper important. Je tiens à souligner le forum Santé-sécurité. Je pense que c'est la première fois de notre histoire qu'on a tenu le forum Santé-sécurité. On a dû refuser des gens. L'hôtel était à pleine capacité. Les salles qu'on avait étaient pleines. Donc, un beau succès. Oui, on a eu une résolution sur le plancher, mais c'est le dossier à Julie qui l'a mené d'une main de maître. Merci, Julie. Maude aussi qui a travaillé fort. Sandra, les formateurs, Jocelyn Desjardins, vraiment bien. Puis ce qui était beau à voir, c'est qu'il n'y avait pas juste des geeks de santé-sécurité. Il n'y avait pas juste des représentants à la prévention dans nos milieux, dans nos secteurs prioritaires. On avait aussi des représentants santé-sécurité dans des milieux pas prioritaires, puis on avait aussi des présidents, présidentes, des gens d'exécutifs qui sont venus voir la santé-sécurité. Ça, je pense que c'est hyper important. Souvent, quand je vais au bureau de Brassard, des fois, quand je vais sur la Rive-Sud, je vais travailler un avant-midi, je vais travailler un après-midi au bureau de Brassard, puis je descends tout le temps en bas, aller voir s'il y a une formation. Puis la formation que je dis tout le temps que c'est l'aspect le plus important, c'est la formation en santé-sécurité. Puis je le dis devant vous tous ici, l'aspect le plus important du syndicalisme, l'aspect le plus important du militantisme d'un syndicat, c'est la santé-sécurité. Tu as bien beau négocier 18 % tu as bien beau faire 10 $ de l'heure de plus que le voisin, tu as bien beau avoir le gros fonds de pension en prestations déterminées, mais si tu te fais arracher un bras, si tu ne rentres pas le soir chez vous, si tu as un cancer professionnel à 50, 60, 70 ans, ça ne donne absolument rien. Donc, le militantisme, santé-sécurité, hyper important. Juste chez nous, à titre d'exemple, au 69-51, je tiens à saluer ma gang du 69-51. Yves Roland, Nico en a parlé, qui a accepté de devenir permanent, de donner un coup de main pour une durée de temps. Éric Piette aussi, Éric qui a pris ça à main levée. Éric qui était vice-président depuis longtemps. Merci à ma gang du 69-51, toujours redevable d'être délégué
du 69-51. Mais bref, chez nous, à l'exécutif, dans nos statuts et règlements, le représentant à prévention a un siège sur le comité exécutif. Il a le même poids, la même parole sur l'exécutif que le vice-président ou d'autres personnes sur l'exécutif. Ce n'est pas deux choses séparées. Souvent, on va dire « Ah, il y a les griefs, ah, il y a la négo, ah, il y a la santé-sécurité », mais intégrer la santé-sécurité, chacun dans vos milieux de travail, c'est hyper important. On l'a vu, la loi 17. La loi 17, ce qu'elle est venue faire en réparation, en prévention aussi. Oui, on a extensionné un peu la prévention, mais il y a des places qu'on a reculées. Il faut continuer à militer en santé-sécurité. Il faut négocier des clauses de convention collective dans nos conventions parce que la loi, c'est plus ce qu'elle était avant. Puis ça, on ne peut pas juste faire ça. Là, la négo, là, quand on arrive à la fin en négo puis qu'on va faire rejeter en Assemblée générale par nos membres ce que le boss veut nous donner, c'est passé. C'est rare qu'on voit des gens au micro dire « Ah, moi, la compagnie n'a pas voulu donner des clauses en santé-sécurité, je vais voter pour la grève. » Si on n'a pas assez de salaire, oui. Si on n'a pas assez de fonds de pension, oui. Les assurances collectives, ça, on n'a pas de trouble à mobiliser nos gens. Mais en santé-sécurité, on a une job de plus longue haleine à faire. Il faut informer nos gens de c'est quoi qui s'est passé avec le fameux PL 59, où est-ce qu'on a moins de protection qu'on avait avant, puis où l'importance de négocier des bonnes clauses de nos conventions collectives. Si on informe nos gens là-dessus, après ça, on va être capable de les mobiliser, puis de les mobiliser en négo de convention collective, puis d'arriver à la table de négo avec nos membres en arrière de nous. Puis je ne suis pas convaincu, moi, qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont prêts à se taper un conflit, à nous mettre en lock-out ou à se taper une grève parce qu'on demande d'avoir du langage un peu plus restrictif en santé-sécurité. Oui, des fois, les boss, pour des pourcentages, pour de l'argent, pour des fonds de pension, ils vont nous mettre en lock-out ou ils vont prendre une grève. Mais sur des clauses de convention collective en santé-sécurité, je ne pense pas qu'ils sont prêts à aller là. Donc, soyons un peu plus militants dans chacun de vos milieux de travail. On a une super belle machine. Il y a Julie avec l'équipe, les sous-comités à la CNESST. Moi, je siège au conseil d'administration de la CNESST, mais ça prend vous autres, chacun dans vos milieux de travail. Hyper important. Puis, il y a un autre dossier qui est hyper important, la gang du 89-22, les agents de sécurité qui ont je ne sais pas combien de milliers de milieux de travail différents, bien, se sont mobilisés eux aussi pour demander un ASP, une association sectorielle paritaire en santé-sécurité. Je peux vous dire que quand je l'ai emmené à la CNESST en disant que nous, les agents de sécurité du Québec, on demande d'avoir un ASP, ça n'a pas été « Ah oui, quelle bonne idée ». Ça n'a pas été ça. Mais soyez assurés qu'on va militer, puis on va s'assurer qu'on puisse avoir notre ASP. Puis si on ne l'a pas, on va faire quoi? On va faire ce qu'on fait de mieux. On va se mobiliser, puis on va s'assurer qu'on puisse avoir les ASP dans le domaine de la sécurité privée. C'est le plus gros secteur de notre syndicat, le syndicat des métallos, c'est le plus gros secteur. Donc, soyez assurés qu'on va militer pour avoir un ASP. Je veux vous parler du Fonds de solidarité. Je ne peux pas contourner le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, c'est plusieurs dizaines de milliers de jobs de sauvés. C'est 40 ans d'existence cette année, 800 000 actionnaires, 18 milliards. On les entend, ces chiffres-là. Mais on dirait que maintenant que c'est rendu 18 milliards, puis qu'on conduit une Cadillac, que la FTQ, on conduit une Cadillac, puis ça va bien, on dirait que tout d'un coup, les autres financiers du Québec, puis la droite, puis les gouvernements, on dirait qu'ils veulent nous enlever un peu les mains de notre Fonds de solidarité. On ne se fera pas de cachette. On est en crise d'identité avec le Fonds de solidarité présentement. À l'époque, on riait de la bébite à la berge avec les 100 millions qu'ils disaient, mais je veux vous lancer un message. Je sais que dans beaucoup de milieux de travail, surtout en région, la barre du 112 000 fait très mal. Magali a rencontré récemment le ministre des Finances et le ministre Girard. Je ne peux pas vous dire que ça a super bien été, mais on va continuer à militer avec Magali, avec les autres affiliés de la FTQ sur le conseil d'administration, puis on va s'assurer de faire reculer le gouvernement. Mais ce que je vous demande de grâce, continuez à demander à vos membres à mettre l'argent dans le Fonds de solidarité de la FTQ.
Puis je le dis, avant ça, moi, j'appelais ça, c'est le Fonds de solidarité. Ah, as-tu pris du Fonds de solidarité, Dom, cette année? Oui, j'ai pris du Fonds de solidarité. Mais maintenant, il faut rappeler. Là, à cette heure, on entendait le Fonds de solidarité FTQ. On voit là des pubs à télé, Fonds de solidarité FTQ. Commençons à dire Fonds de solidarité de la FTQ. C'est à nous, ce Fonds de solidarité-là. Puis il faut continuer à avoir les mains sur le steering. Je ne vous dis pas de diriger le Fonds de solidarité. Là. Moi, je n'ai pas une formation de financier. On a des gens qu'on embauche pour diriger le Fonds de solidarité de la FTQ. Mais demandez à vos membres, ce n'est pas le temps de couper les racines qu'on a semées depuis 40 ans. On vit une crise, oui, mais on fait quoi en temps de crise normalement? On se resserre les coudes tous ensemble, puis on se dit on va continuer, puis on va passer au travers. C'est hyper important. C'est ça qu'ils veulent les autres, que le syndicat, puis que ceux qui font un peu plus d'argent, le gouvernement, qu'on ne mette plus d'argent dans le fond, puis tout d'un coup que ça devienne des gens non syndiqués qui sont les nouveaux adhérents, les nouveaux actionnaires du Fonds de solidarité. On est à une penture, on est à peu près à 50-50 d'actionnaires au Fonds de solidarité syndiqués et pas syndiqués. Il faut continuer à demander à nos gens. Puis ça, je vous le demande, là, vous avez l'engagement de moi, vous avez l'engagement de Magali Picard d'aller au Fonds de solidarité, d'aller brasser aussi le gouvernement. Unifor est là, je suis convaincu que c'est la même affaire. Eux aussi, là, ils ont des salariés à plus de 112 000. Là. On a peut-être une couple de plus que vous autres, les métallos. Mais vous en avez, vous autres aussi. Mais c'est super important. Vous nous demandez, puis tu sais, l'année passée, à l'Assemblée des actionnaires, quand je suis allé vous voir, vous aviez la rage. Vous vouliez faire des moyens de pression, puis tout, puis on vous a dit non, on n'ira pas laver notre linge sale en famille, gang, donnez-nous du temps, on va ramener le fonds, puis ça n'a pas été aussi concluant qu'on se pensait. Puis cette année, quand je suis allé vous voir, vous avez dit, Dom, on peut-tu brasser ce coup-là? Go! Vous m'avez dit, on va avoir une intervention au micro, il y en a qui vont mettre des sacs blancs sur la tête, puis tout ça. Puis finalement, quand il y a une intervention, c'est toute la délégation métallo quasiment qui avait les sacs blancs sur la tête. C'est tout qu'un message qu'on a lancé. Un message au fond. Puis je peux vous dire qu'il y a des gestionnaires plus du côté syndical qui ont dit que c'était une de leurs plus belles assemblées des actionnaires du fonds. Mais de grâce, demandez à vos membres à rester. Je sais qu'il y a les crédits d'impôt supplémentaires, mais demandez à vos membres. Autre chose que je vous demande, tu sais, vous m'avez mandaté là, à l'Assemblée des actionnaires, Dom, on veut ci, on veut ça, ça n'a pas d'allure comment le fonds est rendu. Dans les régions aussi, les bureaux régionaux. Mais moi, je vais vous demander une chose aussi. On voit tous nos bons coups, nos bonnes conventions collectives, nos nouveaux groupes qui arrivent avec nous. Puis à un moment donné, Pat, il me challenge un peu, puis il me dit, Dom, il dit, joué les bonnes conventions signées, mais sont où les augmentations de la cotisation employeur au Fonds de solidarité? Il y a des nouveaux groupes dans des sections locales composées. On a une nouvelle section locale, une couple de sections locales autonomes nouvelles. Mais ils sont où les augmentations de ce qu'ils appellent eux autres la CE, cotisation employeur? Bien, je veux vous demander pour l'année prochaine, à chacun de vos renouvellements de conventions collectives que vous avez, lâchez un coup de fil à Pat. C'est pas comme s'il ne répondait pas au téléphone, là. Il répond tout le temps au téléphone. Le seul temps qu'il ne répond pas, c'est quand il était à la chasse avec moi à Murdochville. Puis moi non plus, je ne réponds pas. C'est une bonne chose à part ça. Mais juste vous dire, je vous demande ça, c'est hyper important. Je parlais de création de nouvelles sections locales. C'était le pro. Toute qu'une victoire de notre équipe de recrutement. Je pense que c'est un des plus gros groupes qu'on a recruté depuis plus de 10 ans. Une belle bataille contre un syndicat indépendant où ce qu'on s'est battu là-dedans, un syndicat de jaune. Vous savez, un syndicat de jaune, c'est facile à gérer, là. Tantôt, je vous disais, c'est facile de diriger le syndicat des métallos, là, mais un syndicat de jaune, c'est encore bien plus facile parce que tu règles absolument rien, tu fais absolument rien, puis quand à un moment donné, tu as un dossier un peu trop hot, que tu sens une grogne en dedans, tu appelles le boss, puis tu dis au boss, boss, si tu ne me règles pas ce grief-là, moi, je pense qu'il y a des vrais syndicats de la FTQ qui vont venir rôder à l'entour d'usine, puis le boss, il en règle un sur deux. C'est ça, un syndicat de jaune. Moi, j'ai commencé au métallo comme recruteur. À faire du recrutement, j'ai eu la chance de faire du recrutement pendant 3 ans à temps plein. Puis c'était sur l'autoroute 30, proche d'où j'habitais, puis on l'avait essayé. Puis c'était pas évident, il y avait tellement de peur là-dedans. Je peux vous dire que ce coup-là, ça a fonctionné en grande partie à cause d'une combattante, à cause d'une battante, d'une courageuse, Marie-France. Je ne sais pas si tu es ici, Marie-France, on t'a vu beaucoup sur nos médias sociaux. Marie-France, je te demanderais de te lever, s'il te plaît.
peux vous dire, Marie-France, elle rentre au syndicat des métallos par la grande porte parce qu'elle a été congédiée. On l'a ramenée avec notre équipe légale. Un gros merci à nos avocats de Filion, Leblanc, Cathy Durand-Lot, il y a Maître Leblanc aussi, Gabriel Leblanc qui a travaillé, Jean-François Baudry qui a fait un bout. Mais on s'est beaucoup challengé un moment donné avec l'équipe de recrutement de dire on fait quoi là-dedans? On accepte une entente hors cours, quelque chose, puis on a dit non. Marie-France, des fois, on a nos membres qui ont peur de militer dans un milieu syndiqué métallo, en sachant qu'ils ont un bon syndicat en arrière de eux, puis on a de la misère à les faire militer. Marie-France, elle était sans parachute, sans filet, seulement qu'avec la parole des métallos de dire qu'on va te défendre jusqu'au bout, elle rentre ici par la grande porte. Il y a les deux aussi candidats à la présidence. Il y a 2 candidats à la présidence qui sont ici. Bienvenue aux métallos. Je vous souhaite le bien aux 2. Je vous souhaite que vous puissiez travailler ensemble dans l'avenir, parce que je vous annonce qu'il y en a un des 2 qui ne sera pas président. Mais c'est important aux métallos. On a une culture de se rallier puis de dire qu'on va travailler ensemble, parce que quand on se présente à un poste électif comme ça, c'est pour les membres. C'est pour les membres qu'on le fait. Fait que continuez à militer pour vos membres. Bienvenue dans la grande famille des métallos. Merci à l'équipe de recrutement. Martin Laberge, qui n'est pas ici, mais Yves Bouffard aussi, Luc Julien. Vous avez fait un travail remarquable, mais remarquable aussi à me shaker moins, à me confronter, puis à me dire, Dom, il ne faut pas lâcher ce dossier-là, parce que je peux vous dire qu'à un moment donné, c'est venu proche, mais merci à l'équipe de recrutement. Le recrutement, rapidement, ça passe par vous tous. Avant ça, on faisait du recrutement, c'est facile, on rencontrait une couple de poteaux, on lui demandait une liste des membres, puis on allait d'une fin de semaine, on faisait du porte-à-porte, puis on syndiquait une usine. Ça ne marche plus de même. Depuis la COVID, on dirait que les gens ne veulent plus se faire déranger chez eux, c'est plus difficile. On va avoir besoin de vous autres. C'est sûr qu'il y a du monde que vous connaissez dans des shops voisines, dans vos familles, qui ne sont pas syndiqués. Puis même les autres, là, ceux qui sont, exemple, pour nos fournisseurs, Industriel Alliance, c'est sûr qu'il y a des gens dans vos vies qui ne sont pas syndiqués. Donc, je peux demander peut-être à l'équipe des recruteurs qui sont dans la salle de vous lever, s'il vous plaît. Oui, pour le travail que vous faites. Levez-vous, les recruteurs sont tous ensemble, hein, c'est ça, ils se tiennent. Mais merci pour votre travail fantastique, mais le but de l'exercice aussi, allez les voir. Allez les voir. C'est toujours plus facile de recruter quand c'est quelqu'un de vous autres qui met en contact avec notre équipe de recruteurs. Je ne peux pas passer sous le silence aussi les maraudages qu'on a avec la CSN ces temps-ci. Beaucoup d'entre vous avez la perception de dire que c'est à cause du maraudage de KYT que la CSN nous attaque. Je peux vous dire que ça n'a absolument rien à voir. D'un, on s'est tassé du maraudage de KYT, mais depuis longtemps que la CSN nous attaque, que ce soit chez Nordia, ici à Sherbrooke, que ce soit dans d'autres maraudages. Il y avait une loi non écrite avant entre le syndicat des métallos et la CSN. C'est qu'on n'allait pas se porter des pamphlets d'invites de char, on n'allait pas faire des sollicitations directes ces milieux de travail. Puis ça, la CSN a commencé à le faire. Puis dans l'ensemble des dossiers métallos, vous avez tous eu la visite de la CSN. Puis pour ceux qui disent « Ah, moi, je n'ai pas eu de visite, là, les sections locales composées qui disent dans telle unité, je n'ai pas eu la visite de la CSN, bien, posez-vous des questions. » Le monde m'appelle des fois en panique, « Dom, la CSN est allée à telle place, regarde les pamphlets qu'ils m'ont donnés. » Mais moi, je me dis, si on le sait, on n'est pas en danger. Parce que nos gens, ils font la job, puis les membres, ils ne veulent pas changer. Mais où ce qu'on ne sait pas, c'est là qu'on est en danger. Puis forcé de constater aussi que dans les 20 dernières années, c'est où qu'on se fait marauder? C'est dans les sections locales composées. Là, je vais lancer une pierre dans l'eau, puis je suis prêt à assumer. Mais aucune section locale autonome s'est fait marauder au métallo dans les 20 dernières années. Ça prouve qu'on a un problème. Ça prouve qu'il faut se parler. Ça prouve qu'il faut se regrouper. On avait organisé une rencontre avec tous les locaux composés, justement, pour s'en parler. Vous vivez des problématiques différentes, puis comme je vous dis, je ne vous lance pas une pierre dans l'eau, là. C'est pas évident de diriger une section locale composée.
souvent 20, 30, 40, 60 employeurs différents, 60 conventions collectives différentes, 60 boss différents, 60 présidents, présidentes d'unités différentes. C'est vraiment pas facile, mais il va falloir qu'on se parle. Il va falloir qu'on se parle. Le 9 avril prochain, on va organiser une rencontre avec les sections locales composées, puis on va vous demander d'être présents. Le dernier coup, vous étiez à peine une quinzaine à vous être inscrits. On n'est pas loin de 200. Là, j'ai fait le décompte des sections locales composées. Vous êtes 200 aujourd'hui dans la salle. Je ne veux pas vous dire d'être 200 à cette rencontre-là, mais si vous voulez être 200, tant mieux. Mais il va falloir qu'on se parle. On va être à l'écoute. L'ensemble des cordeaux, on va être là. Moi, puis Nico, on va être là. Il faut sortir et grandir de ça puis trouver des solutions. C'est hyper important. Puis récemment, il y avait un groupe qu'on se faisait marauder chez Nortec, Saint-Léonard d'Aston. Nortec, 200-300 travailleurs, travailleuses là-dedans, les pamphlets de la CSN dans le shop, les grosses pancartes, puis tout ça. Puis à un moment donné, moi et Nico, on a décidé de prendre une décision, c'est de dire qu'on va sortir cette section locale-là du composé, puis on va leur donner leur autonomie. Je peux vous dire que la section locale 7885 n'était pas bien fière de nous autres. Ça a brassé, on leur enlève leur plus grosse unité. Puis le président de l'unité, lui non plus, n'était pas bien fier. Puis finalement, ça a été révélateur. On a passé au vote, on a fait 2 assemblées spéciales. Il y a eu des gens, un record de participation à l'Assemblée générale, sont venus voter à 97 % qui voulaient s'en aller d'un local autonome. C'est pas rien. La volonté des membres d'être autonomes, il va falloir la respecter un moment donné. Puis là, je vous le dis, je ne suis pas en train de dire aux sections locales composées que je vais vous enlever vos plus grosses unités. C'est pas ça que je veux faire. Je veux qu'on s'assoie ensemble, puis qu'on soit capable de parler, puis de discuter, puis que ce ne soit pas juste les présidents, présidentes, vice-présidents, puis 2-3 personnes d'exécutif qui viennent. Je vais vouloir que vous invitiez des présidents, présidentes d'unités aussi. On va sortir, je suis convaincu qu'on va sortir grandi de cet exercice-là, mais il faut faire ça rapidement. Signalisation routière, écoutez, c'est une méchante victoire de notre syndicat. 40 ans. Ça faisait 40 ans depuis le dernier décret de convention collective. C'est quoi un décret de convention collective, rapidement? C'est qu'on négocie une convention collective pour l'ensemble d'une industrie, qui soit syndiquée ou non. 89-22, c'est exactement ça. Ce qu'on a fait dans la signalisation routière, on a à peu près 1200-1500 membres là-dedans. On a fait un décret, puis on a négocié un décret pour l'ensemble des 4000 travailleurs, travailleuses de la signalisation. Ouais, on tabarouette dans une gorgée d'eau. De la signalisation routière. Puis on est allé chercher des gains de 26,3 % d'augmentation sur 3 ans. C'est pas rien, ça. Mais pas juste pour nous autres, pas juste pour les métallos. Quand on parle de la précarité, c'est pour l'ensemble. Donc, félicitations à Martin Labbé. Il y a Nathalie Perron aussi là-dedans. Vous avez fait un job incroyable. Puis le 89-22 qui, depuis le début, ont travaillé ce dossier-là. D'un coup, qui était prêt pour aller chercher le décret, bien, ils l'ont passé puis leur ont donné leur propre autonomie. Donc, félicitations. 26,3, c'est sur 2 ans même. Je m'excuse. La sécurité privée, je veux en parler aussi. Puis, vous savez, mon travail m'amène à voyager beaucoup en Ontario, beaucoup aux États-Unis. Puis, je parle beaucoup avec les agents de sécurité que je vois dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Mais là, je vais vous demander de peut-être fermer les caméras. On peut-tu fermer les caméras? Je ne sais pas si on est sur Facebook Live ou des choses de même. Tout est fermé, Joss? Parce que je ne veux pas que les boss se servent de ça. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de patrons qui nous écoutent présentement, qui se disent c'est quoi que les métallos sont en train de dire à leurs membres. Puis quand je voyage, je vois qu'un agent de sécurité aux États-Unis, ça gagne en moyenne 12 $ de l'heure. Je vois qu'en Ontario, il n'y a pas de décret. Les agents de sécurité, ça joue entre 15 et 18 $ de l'heure. Nous, au Québec, avec notre décret, avec le leadership du 89-22, depuis plusieurs années, notre salaire minimum, 20 et 44 $ jusqu'à 25 $ de l'heure, un agent de sécurité. C'est pas rien, ça. Je ne veux pas le dire devant un boss, parce qu'à la prochaine négo, ils vont avoir de la misère à en chercher plus. Les boss vont dire, même le mieux, il a dit que c'est mieux payé. Mais juste dire, chapeau à la gang du 89-22, depuis des années, vous faites un job incroyable. Cette année aussi, une première de l'histoire. Eux, ils ont un décret, ils négocient. Puis quand ils ont négocié, après ça, ils attendent que le gouvernement il décide de promulguer un décret. Puis juste après, ils peuvent avoir leur augmentation de salaire.
Le dernier coup, ça avait pris au-dessus d'1 an et demi, si ce n'est pas 2 ans. Cette année, ils se sont mobilisés. Puis on a rencontré le ministre, il nous a mis en lien avec son équipe, puis on a été capable d'avoir nos augmentations presque à temps. Donc, chapeau la gang du 89-22. Just, tu peux rallumer les caméras. Protection des retraites aussi, je veux en parler. La protection des retraites, ce qu'on a eu, chapeau. Écoute, je me souviens très bien dans une assemblée annuelle, puis je le raconte tout le temps, même histoire. Robert Roy va me trouver redondant, de se lever dans le fond de la salle, frappé par la faillite de Cliff, puis de dire que 8 ans après, on a réussi à avoir une protection des retraites pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du Canada. C'est quand même pas rien. Puis ça, c'est du bleu métallo. Nico, il en a parlé, là, mais on a rencontré 250 députés et sénateurs juste à nous autres. C'est quelque chose que vous n'avez même pas idée. Puis la paye qu'on a eue de ça, à un moment donné, j'étais à Sorel, pendant le maraudage, puis un monsieur, un ancien président d'Atlas Steel, qui me demande à me rencontrer. Fait que je vais dîner avec lui, puis il me dit, « Monsieur Lemieux, il dit, merci ce que vous avez fait, les métallos. » Il dit, « Nous, on a vécu ça au début des années 90 chez Atlas Steel. Notre entreprise a fait faillite, on a perdu 30 de nos retraites. » Puis il dit que la CSN, on a fait des tambours, on a fait des manifs dans les rues, les pancartes, saut, les trompettes. Puis il dit, après 2-3 semaines, il ne s'est plus rien passé. Il dit, vous autres, les métallos, vous n'avez jamais lâché. Puis il dit, merci. Puis tu sais, ça a été une paye incroyable pour notre organisation. On peut être fiers de ça. On peut être fiers aussi du travail que Nico a fait là-dedans. Je peux vous dire que c'est une chance de l'avoir à mes côtés. Nico, tantôt, m'a lancé des fleurs, mais là, ça revient. Ça va être des fleurs, ce ne sera pas de peau, Nico. Mais merci, Nico, d'être à mes côtés. Puis je peux vous dire, dès les premiers temps que Nicolas est arrivé, commençait à me challenger sur des idées, d'amener des choses à faire différemment. Puis Kirim, des fois, avait des meilleures idées que moi. Puis c'est ça, je pense, qui fait la force d'une équipe, de savoir s'entourer de façon plus forte que soi, d'être capable de se challenger comme ça. Je ne peux pas passer sous le silence aussi le départ de Donald. Vous savez, quand Alain a accepté le poste de conseiller spécial à notre président international, puis que je me suis retrouvé à la tête du syndicat des métallos, la COVID est arrivée en même temps. Donald a été à mes côtés. Puis Donald aussi était bon pour challenger mes idées. Puis aussi, Donald avait des excellentes idées. Mais je peux vous dire que jamais j'aurais été capable de diriger le syndicat des métallos ces 3 années-là sans avoir Donald. Puis 1 an, jour pour jour, on était ici, puis c'est Donald qui était assis là. Puis lui, il savait qu'il partait sa retraite. Mais j'avais demandé de ne pas me le dire. Parce qu'au début, quand j'ai demandé à Donald d'être mon adjoint, je me doutais bien que Donald, il ne ferait pas 12 ans encore. Puis je disais à Donald, je veux que tu me le dises seulement que 2-3 mois d'avance, Donald. Je ne veux pas briser notre lien qu'on a. Puis Donald, entre Noël et le jour de l'an, m'a annoncé qu'il partait. Ça a été un choc. Puis une des raisons pourquoi il part, bien sûr, c'est parce qu'il y avait la relève. Parce que Nico était prêt. Jamais Donald aurait laissé le syndicat des métallos sans relève. Mais Donald, tu es ici aujourd'hui avec Daniel, avec ta conjointe. Je veux te dire une bonne retraite. Merci d'avoir été à mes côtés. Merci pendant tant d'années, Donald, d'avoir milité au syndicat des métallos. Puis je peux te dire, je me suis fait un ami. Je me suis fait un ami dans ces 3 années-là. Puis à vous deux, Daniel puis Donald, je vous souhaite une super belle retraite. Je veux parler de la loi anti-SCAB aussi un peu. Écoutez, la loi anti-SCAB, ça fait des années qu'on la revendique, mais on dirait qu'on la revendique juste quand c'est le temps, puis à un moment donné est arrivé le conflit de Groupe Océan Remorquage. Depuis le début, depuis que je suis adjoint avec Alain comme directeur, qu'on s'était mis dans la tête de dire il faut que les plus petits groupes de nos composés puissent sentir la puissance des métallos, puis les gens de Groupe Océan Remorquage, ils l'ont ressenti. Ils ont été en conflit pendant 9 mois, puis à cause de votre solidarité, ils ont eu 0 perte de salaire. Ils ont été sur les lignes de piquetage à 100 % de leur salaire, mais ça ne s'est pas arrêté là. Maintenant, c'est la loi anti-SCAB. Ce n'est pas encore gagné. On a fait du lobby. On a rencontré beaucoup de gens. On a fait des manifs. La dernière manif qu'on a faite, le ministre du Travail est sorti dehors pour nous dire « Je vais la faire, la loi anti-SCAB ». Là, on l'a confronté un peu en disant « Tu vas la faire, mais pas à moitié ». Finalement, après, il est allé mettre sa cravate, puis il est rentré au Parlement, puis il a dit « Je vais faire la loi anti-SCAB ». Il y a beaucoup de métallos là-dedans. Il y a beaucoup de SCFP aussi, les gens de Québec. Il y a beaucoup d'uniforts là-dedans aussi qui se battent pour la loi anti-SCAB
au Québec, entre autres, avec Ash Grove. Mais je peux dire que ça va être une loi qui va être bonne pour l'ensemble des travailleurs, travailleuses. Faut gagner ça avant la prochaine élection. Magali a rencontré le ministre du Travail il n'y a pas longtemps. Dans son bureau, elle a rencontré le premier ministre aussi. La loi anti-SCAB, il faut vraiment, vraiment l'avoir. C'est hyper important. L'autre fois, j'ai pété une coche. J'ai pété une coche par rapport au conflit de la voie maritime de Unifor. Puis quand je pète une coche, bien souvent, soit j'appelle ma blonde, soit j'appelle Nico, soit j'appelle Claire-André. Cette fois-là, j'ai appelé Claire-André. J'étais outré de voir nos deux premiers ministres, Doug Ford puis Legault, à chigner puis à pleurnicher parce que la voie maritime était pour être bloquée, puis c'est donc pas drôle, puis l'économie, puis il y a des compagnies qui vont manquer de quoi. Même affaire avec les syndicats de boss, là, les chambres de commerce, la Fédération du commerce indépendant qui chignaient parce qu'on bloquait. Puis là, je voulais écrire une lettre ouverte, puis j'étais parti. Puis Claire-André, tu parlais à Daniel Cloutier. Je dis non, mais je vais y parler si on le fait. Et finalement, Daniel a comme laissé entrevoir qu'à un moment donné, il y aurait un règlement, puis on n'est pas embarqué, mais ça n'a pas d'allure. On a eu Groupe Océan Remorquage 9 mois en conflit avec des SCAB. Il n'y a jamais un asti de politicien qui est passé au pouvoir. Je parle, oui, on a eu le Bloc, puis on a eu l'NPD, mais jamais la CAQ, jamais les conservateurs, jamais les libéraux qui sont passés sur nos lignes de piquetage, puis de dire, gang, lâchez pas. Moi, je les appelle les pleureux. Tout le temps à chigner. Quand ça barre un port à Vancouver, c'est la même affaire. Crime, si la voie maritime est barrée, là, ils ont juste à prendre les containers, puis à mettre sur des trucks, puis les envoyer par truck. Là. Ils vont arrêter de nous faire suer, puis à un moment donné, il va falloir se réveiller comme société, puis dire que le droit de grève, c'est un droit fondamental qui a été reconnu par la Cour suprême du Canada. Donc, à un moment donné, il va falloir que ça revienne un peu, puis mais qu'on les entende chigner de même tout le temps, qu'on puisse réagir. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là-dessus, Unifor, une grosse décision que je veux souligner de leur bord, ils ont contesté, ils ont contesté que les SCAB en télétravail, c'était vraiment des SCAB. Ils ont été au tribunal. Le tribunal a dit oui, le télétravail, c'est des SCAB. La compagnie puis les syndicats de boss, le conseil du patronat puis tout ça, eux ont dit on va aller en appel de ça, puis en appel, on n'a pas eu gain de cause. Ils ont dit qu'en télétravail, c'est pas des SCAB. C'est honteux, c'est scandaleux, mais on a la chance d'avoir un syndicat solide comme Unifor qui va monter cette décision-là à cour d'appel. La FTQ aussi embarque avec Unifor, puis je suis convaincu qu'ils vont monter cette décision-là à Cour suprême. Ça va être intéressant parce que le télétravail, on l'a partout. Cette lutte-là qu'Unifor mène devant les tribunaux, merci de faire cette lutte-là. Ça va faire jurisprudence pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses du Québec. Je parlais de politiciens. Là. Tantôt, j'ai sacré, vous m'excuserez. L'année passée, je m'étais excusé, ma mère était dans la salle, mais là, elle ne l'est pas. Fait que je peux me lâcher lousse un peu plus. Je suis craintif par rapport à Poilievre. Le petit soldat de plomb, il séduit. Sa campagne qui mène le gros bon sens, sa femme qui est québécoise, qui parle français, c'est donc cute. Moi, j'aime la chasse, j'aime le football, j'aime le hockey. Fait que quand je vais sur Facebook, les algorithmes font en sorte que je vois de plus en plus de publicité de Poilievre. Puis ça a de l'air cute, mais c'est pas nécessairement cute. Poilievre, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un qui est proche de nous autres. À l'époque, il était contre les programmes sociaux. Là, oui, il va appuyer la loi anti-SCAB, mais soyons attentifs. Tantôt, j'avais une bonne discussion avec un de mes chums qui est un agent de fouille à l'aéroport, mais il faut en parler. Poilievre, c'est pas un ami. Puis je vais vous demander de mettre une vidéo. Le ministre du Travail fédéral, le ministre O'Reilly, a fait une vidéo récemment où, puis là, je ne suis pas en train de vous dire de voter libéral. Laissez passer la vidéo, on va se reparler après. Mais je peux vous dire que c'est un engagement solide, puis soyons attentifs à ce que Poilievre peut nous amener. Parlons des syndicats. Quand les travailleurs s'organisent, ils peuvent demander plus de leur employeur. C'est pourquoi ils forment des syndicats. Au Canada, un travailleur syndiqué gagne environ 6 000 de plus qu'un travailleur non syndiqué. Mais les syndicats rendent certains politiciens anxieux. Le chef conservateur est terrifié. Il parle beaucoup des travailleurs. I just want to remind everyone, politics is supposed to be a blue-collar job. Check out these boots.
Il a passé sa carrière à attaquer les travailleurs. En 2005, il a voté contre des garderies abordables pour tous parce que ça voulait dire envoyer des chèques à un personnel syndiqué. Then they're going to unionize all of the professionals who will work in these facilities and be faced with labor turmoil and potential strikes. En 2015, il a supporté une loi qui a rendu plus difficile la certification syndicale. Si les travailleurs voulaient former un syndicat, ils voulaient plus de bureaucratie. Aussi, en 2015, il a supporté une loi qui obligeait les syndicats à montrer leurs finances pour que les employeurs sachent exactement où attaquer les syndicats dans leurs négociations. On a déchiré ces deux lois. Pierre veut des lois sur le droit au travail au Canada. Il veut encourager les travailleurs syndiqués à quitter leur syndicat. Certains États aux États-Unis ont fait ça pour briser le mouvement syndical. Et devinez quoi? Dans ces États, les salaires sont plus bas qu'au reste du pays. Des gros chèques de pays. C'est les syndicats qui les obtiennent. Alors pourquoi les politiciens conservateurs ont-ils peur des syndicats? C'est pas seulement Pierre. Beaucoup de politiciens de droite attaquent les travailleurs et les syndicats. C'est parce que quand les travailleurs s'organisent, ils obtiennent plus des employeurs et du gouvernement. Ils font pression pour avoir des services de garde d'enfants, des soins dentaires, des soins de santé, des programmes que Pierre a voté contre toute sa carrière. Il travaille tous les jours à Ottawa pour bloquer les choses qui amélioreraient la vie des familles de travailleurs. Dans tout le pays, les travailleurs des secteurs fédéraux ont 10 jours de congé de maladie payés. C'est ça. Soutenir les travailleurs. Il faut écouter les syndicats, pas en avoir peur. Donc, je voulais que vous puissiez l'écouter. Je vous le dis, on n'est plus les syndicats à vous dire pour qui voter. On a d'autres belles options au Québec. On a le Bloc. Au Canada anglais, il y a le NPD. Mais certainement, soyons attentifs à ce que Poilievre peut emmener. Moi, je pense qu'il va être pire qu'Harper. On se souvient de ce qu'Harper a fait. On parlait du Fonds de solidarité, couper des crédits d'impôt au Fonds de solidarité. Soyons attentifs, puis renseignons-nous par rapport aux candidats du Parti conservateur. Je veux vous parler aussi rapidement de l'aspect central de notre Assemblée annuelle, les travailleurs étrangers temporaires. Comme je vous dis, ça nous a frappé dans les régionales. Je pense que c'est une place que les syndicats, on a manqué notre coup, où ce qu'on a laissé ces travailleurs, travailleuses-là à eux-mêmes un peu dans nos milieux de travail. Au début, c'était marginal. Au début, on en avait seulement quelques-uns. Ils se tenaient ensemble, ils dînaient ensemble, ils travaillaient dans le même département ensemble. Puis là, ça l'a littéralement explosé. En 2017, il y avait 7 000 travailleurs étrangers temporaires au Québec. Puis aujourd'hui, on est rendu à 59 000. C'est pas rien, là. C'est 8 fois plus de travailleurs étrangers temporaires en 6 ans. Puis, disons, il faut se dire les vraies affaires, là. On en a besoin, des travailleurs étrangers temporaires. Il y a certaines de nos shops qui vont fermer. S'il n'y a pas de travailleurs étrangers temporaires, s'il n'y a pas la main-d'œuvre, ils vont fermer. Donc, sont essentiels, ces travailleurs-là. Le problème, c'est que les besoins ne sont pas temporaires. Les besoins, ils sont permanents. Pourquoi combler, justement, des problèmes de pénurie de main-d'œuvre permanente dans nos usines par des travailleurs temporaires? C'est insensé. On parle de précarité, là, mais ce n'est pas nous qui le dit, mais c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Le rapporteur spécial de l'ONU, récemment, est venu dire que c'était de l'esclavage. Il a mis moderne à côté pour que ça fasse moins pire, mais c'est de l'esclavage. Quand tu empêches un travailleur ou une travailleuse d'aller appliquer sur une job ailleurs, c'est qu'il est attaché, il est enchaîné à son milieu de travail. Moi, j'habite à Saint-Esprit. Il y en a qui vont dire que je répète la même histoire, mais j'ai des travailleurs étrangers temporaires qui sont voisins. Bam, ils travaillent chez Olimel à la sanitation de nuit. C'est un job c'est pas évident, toujours de nuit, à nettoyer la marde de cochon, puis les tripes, puis tout ça. Puis lui, il pourrait avoir un job l'autre bord de la rue à 4 piastres de l'heure plus cher de jour à conduire un chariot élévateur. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas appliquer ce job-là parce qu'il est enchaîné à son employeur. C'est là qu'on dit que c'est de l'esclavage pur et simple.
Donc, c'est nécessaire, mais on a plusieurs questions à se poser. Donc, le programme, est-tu bien fait? Non, le programme n'est pas bien fait. C'est quoi l'impact que ça a sur les conditions de travail, oui, de ces travailleurs-là, mais sur l'ensemble des travailleurs? Leurs droits aussi. Comment qu'on fait pour faire valoir leurs droits? Eux, comment ils font pour faire valoir leurs droits? Comment les intégrer? Ça, c'est un message que je veux vous lancer. Comment nous, comme syndicat, on doit aller les chercher? Ce n'est pas à eux à venir cogner au syndicat, au bureau du syndicat, à dire « j'aimerais ça avoir une convention collective, comment ça marche, j'aimerais ça m'impliquer ». Non. C'est à nous d'aller vers eux. Moi, je me souviens, mes premiers moments où je suis arrivé, c'est quelqu'un de l'usine qui est venu me chercher de mon engagement puis de dire « on aimerait ça, tu t'impliques ». C'est la même affaire avec les travailleurs étrangers temporaires. Toute la question du français aussi. Pourquoi que les boss n'ont pas l'obligation de former les travailleurs étrangers temporaires au français? Il y a des subventions de 25 $ de l'heure qui sont données du gouvernement. On se doit de négocier des clauses de convention collective justement sur l'accès au français, mais surtout en santé-sécurité. Dans une des régionales, je me souviens, un des travailleurs, un des membres du syndicat qui disait « Hey, eux autres sont dangereux en maudit au travail. Ils se pognent les doigts partout, puis tout ça. » Bien, crime, tu ne parles pas français, tu viens d'ailleurs, puis il n'y a pas personne qui te donne la formation, puis tu n'as pas de tes chums de travail qui t'aident. C'est normal. Donc, je vous lance l'idée comme ça, ceux qui ont des travailleurs étrangers temporaires dans vos milieux de travail. Pourquoi pas négocier dans vos conventions collectives que le représentant à la prévention ou le représentant syndical, lui, peut faire un droit de refus au nom des travailleurs étrangers temporaires? Parce que lui, on ne se fera pas de cachette. Si un travailleur étranger temporaire qui fait un droit de refus, il se passe quoi avec, vous pensez? On y met un thème dans le front, puis on le renvoie dans son milieu de travail. Puis, comptons-nous pas de peur, là. Eux, ils arrivent ici, tout le monde va dans le sud pas mal ici, là. On a le droit, quand on va dans le sud, à une valise de 22,5 kg. Puis moi, quand je pars une semaine, je peux vous dire que je me mets le genou dessus, puis le zipper, il se passe pour moi. Puis je suis obligé de me battre avec ma blonde quand elle enlève une coupe de chaussures, puis tout ça, 22,5 kg. Eux, ils viennent travailler ici pour 3 ans avec 22,5 kg. Puis s'ils font un droit de refus, on fait quoi? On leur met leur valise, on leur met un thème dans le front, puis on les renvoie. Et chez Manac, en Beauce, puis ça, je ne suis pas inquiète, là, il m'appellera d'utile, là. Il y a des superviseurs qui passaient chez Manac, là, puis quand ils voyaient 2-3 travailleurs étrangers temporaires qui se parlaient, là, le superviseur, il passait, puis il faisait... C'est-tu la pire des précarités qu'il n'y a pas, ça? Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est-tu la pire des précarités qu'il n'y a pas, de ne pas savoir si dans 2-3 ans, tu vas pouvoir rester ici ou tu vas t'en retourner chez vous? C'est-tu la pire précarité qu'il n'y a pas de savoir que c'est un décès dans ta famille, dans ton pays? Dans ton pays, si tu pars, tu ne pourras peut-être pas revenir. Ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, je vous le dis, je ne veux pas faire un débat sur l'immigration au Québec, mais je veux qu'on fasse la bataille pour les travailleurs, travailleuses, étrangers, étrangères au Québec, parce que ça n'a pas de bon sens. C'est bien facile, là. Dans nos régions, les travailleurs étrangers temporaires, ils ont des bons jobs, sont implantés dans les communautés. Ils demandent juste ça à rester là, à faire venir leur famille. Puis le gouvernement du Québec aurait le pouvoir d'ouvrir des régions et de dire qu'en région, là, les travailleurs étrangers temporaires, on va vous donner la possibilité de devenir des travailleurs permanents, puis de devenir des citoyens canadiens. On a Ronald qui va venir nous parler demain une belle histoire de persévérance. Mais Ronald, il a la chance d'avoir un métier qui lui donnait la possibilité de devenir un citoyen canadien à part entière. 60 % des jobs, le Québec vient de faire un projet pilote, là, 60 % des jobs qui sont offerts aux travailleurs étrangers temporaires, pas besoin pour les employeurs d'afficher des jobs dans la région, plus de maximum, exemple, plus de 10 %, 20 %, 30 % d'un shop. Ça veut dire que sur papier, quelqu'un, le moi et Nico, on décide de s'ouvrir une shop à Montréal, on pourrait dire qu'on va embaucher 100 % de travailleurs étrangers temporaires. C'est légal ici, sans qu'ils puissent avoir accès à la citoyenneté canadienne. Donc, moi, je vous le dis, c'est la prochaine bataille des métallos. Demain, on va avoir la ministre de l'Emploi ici, quelqu'un qu'on connaît bien, elle vient de la Côte-Nord, on a déjà travaillé avec, moi et Nicolas. Mais c'est sûr qu'on va lui poser des questions. À soir, on soupe avec elle, on va lui poser des questions là-dessus. Donc, les travailleurs étrangers temporaires, on doit se mobiliser. On a fait un recours collectif, la FTQ, avec des groupes communautaires pour venir
dénoncer ça. Avec le RACMAC, nous aussi, avec notre équipe légale, on est en train de regarder la possibilité de venir dire que c'est de la discrimination syndicale. Pas syndicale, de la discrimination raciale, de dire pourquoi, qu'exemple, Ronald, lui, aurait le droit d'avoir accès à la citoyenneté canadienne un jour, mais quelqu'un qui travaille à la sanitation, vu que ce n'est pas une des jobs, lui ne pourrait pas avoir accès à la citoyenneté canadienne. C'est vraiment une honte pour notre pays. Puis c'est vraiment pas ça qu'on veut. C'est vraiment pas ça qu'on veut, puis on va continuer à se battre pour les travailleurs étrangers temporaires. C'est hyper important. Le temps avance, mon rêve prémonitoire était bon en maudit. La négo du secteur public, on va avoir, Sylvie Nelson qui va pouvoir venir nous en parler vendredi. On a pris position comme syndicat privé hyper important de venir supporter. Quelle arrogance du gouvernement de la CAQ de voir ce qu'il propose aux travailleurs et aux travailleuses de l'État. Je termine, il me reste une ou deux choses. La place des femmes dans notre syndicat. Comme je vous dis souvent, je vais voir les formations qu'il y a à notre centre de formation à Brossard. L'autre jour, ça fait une couple de semaines, je descends, c'était une formation négociation de convention collective. Formation super intéressante, avec des gens impliqués. Je pense qu'il y avait 18 participants. Puis là, je dis bien 18 participants, pas participants et participantes, parce qu'il n'y avait pas de femmes. Ça n'a pas de maudit bon sens. Le rapport des mandats va venir nous faire son rapport tantôt. Je vais vous donner un scoop. Un peu moins de 13 % de femmes qui participent à l'Assemblée annuelle. Ça n'a pas d'allure. Il y a plus que 13 % de femmes qui travaillent dans nos milieux de travail. Puis là-dessus, on doit se regarder dans le miroir. Moi, je le répète, quand je travaillais chez Stelco, Daniel Benoît est venu me chercher pour me dire « Dom, on aimerait ça que tu sois délégué. » C'était son rôle à lui à l'époque. C'est votre rôle à vous autres, dans chacun de vos milieux de travail, d'aller chercher des femmes. Puis de dire « Il me semble que je te verrais dans le syndicat. Il me semble que je te verrais. » Puis de les impliquer, puis de les amener ici à l'Assemblée annuelle, parce qu'on ne se fera pas de cachette, là. Je le constate, les métallos, on est fort, on est un syndicat fort. Mais pourquoi on est fort? On est plus fort parce qu'on a des Claire-André Cauchy, parce qu'on a des Maud Reich, parce qu'on a des Julie Hébert, parce qu'on a des Nathalie Lapointe comme cordeau, on a des Annie Dagneau comme permanente, on a des Sonia Charette comme permanente, on a des Manon Castonguay. C'est ça qui nous rend plus forts, le syndicat des métallos. Si ça marche à nous autres, ça va marcher avec vous autres aussi. Même affaire avec les FTQ, je ne ferai pas un dessin en disant qu'avec Magali Picard, on est plus fort à la FTQ. Hein? Si on passe au vote, je pense que ça va être pas mal ça. Même affaire, notre grand syndicat international, Roxanne Brown, qui est notre vice-présidente at large, tout qu'un leadership qu'elle amène, brillante, elle a un charisme, ça n'a pas de sens. Première femme comme directrice des métallos, Cathy Drummond. Ça nous rend plus fort, notre syndicat, mais votre syndicat local aussi, ça va le rendre plus fort d'avoir des femmes. Donc, je vous demande, plus de femmes, prochaine Assemblée annuelle, plus de femmes dans vos milieux de travail impliqués syndicalement, travailleurs étrangers temporaires impliqués, des victoires en arbitrage, des tribunaux administratifs, c'est hyper important. Je vous demande d'être plus vigilants. Je termine en lisant, vous savez que je ne suis pas du genre à lire, on a eu une perte au Québec récemment, il nous a tous marqués. Quand c'est arrivé, j'ai appelé mes deux gars, j'avais la larme à l'œil, j'ai appelé des amis, j'avais la larme à l'œil, puis je veux vous lire ça un peu. L'Assemblée annuelle, j'ai vraiment hâte que ça commence. Chaque fois, c'est comme une fête familiale. Le rassemblement de la parenté qui voyage de tous les coins du Québec pour venir réfléchir, fraterniser et échanger sur les orientations à donner à notre organisation pour l'année à venir. La mort de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, nous a rappelé la force de cette solidarité-là et l'esprit de famille qui existe chez nous au syndicat des métallos. Nous avons la chance de représenter fièrement plusieurs idéaux qui ont été portés par les chansons engagées de nos cowboys. Quand on pense à l'histoire de notre syndicat, à l'esprit du syndicalisme ouvrier, qui est simple mais tellement puissant, agir, défendre et représenter. Chez les métallos, on a su cultiver les liens vrais, authentiques, tournés vers le bien-être de tous avec un esprit inclusif et bienfaisant. C'est une grande richesse collective et humaine, une organisation comme la nôtre. Nous avons le devoir d'en prendre soin, de laisser chacun à notre manière plus que ce qui nous a été transmis. C'est ça l'essence même de la solidarité du mouvement ouvrier, c'est ça la solidarité du syndicat des métallos.
Bonne assemblée annuelle à tous, puis bien content d'être ici avec vous.